Bonjour, merci à tous, merci au comité organisationnel de m'avoir invité. Alors, Vincent vient de vous montrer qu'il allait falloir, après la victoire sur l'hépatite C annoncée, s'intéresser à l'alcool, et je vais vous montrer qu'il faut aussi s'intéresser aux lésions potentielles liées au sucre. Il faudrait que vous mettiez ma présentation, parce que ça, c'est celle de Vincent. Donc, il faut switcher sur ma présentation. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, vous allez voir, avec cette présentation. Et j'aurai donc le plan suivant. Je vais d'abord vous présenter ce qu'est la NASH. Et merci. Donc le titre que j'ai choisi, c'est NASH et addiction alimentaire. Alors on pourrait dire, le titre n'est pas très heureux, mais finalement, vous allez voir que l'essentiel, c'est de les prendre en charge. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt. Alors premièrement, on va voir ce que la NASH, épidémiologiste en naturel, quelques mots de physiopathologie parce que c'est en lien avec ce qu'on va voir, le cœur du sujet, NASH et addiction. Et je dirais finalement, il faut comprendre que le sucre est un autre des ennemis publics numéro un. On a vu l'hépatite C, on a vu l'alcool, eh le sucre se positionne. C'est peut-être un trio infernal. Alors de quoi parle-t-on ? On parle de la non-alcoolique fatty liver disease, comme disent les Anglais, NAFLD. C'est le terme que j'emploierai dans la suite de l'exposé. En français, ça donne la maladie du foie gras non alcoolique. Alors, premier problème, foie gras, ça fait sourire les patients qui se voient affublés de cette maladie. Ça fait également sourire les autres collègues qui disent qu'il y a un côté festif à ça, alors que c'est très sérieux comme sujet. Donc, les experts proposent de changer le nom en stéatose hépatique métabolique au pluriel. Vous allez voir pourquoi. Bon, finalement, NAFLD, ça marche pas mal. Globalement, il s'agit des complications hépatiques liées à l'insulinorésistance et à l'inflammation métabolique. Alors en fait, NAFLD, c'est un continuum de lésions et au sein de celle-ci, vous avez deux grandes entités. D'une part, la stéatose pure qui va toucher 80% des patients, c'est l'accumulation de gouttelettes de gras dans le foie, ici à gauche. Et puis vous avez l'autre entité, c'est la NASH, non-alcoolique stéatohépatitis. Ça, c'est la stéatohépatite, hépatite, inflammation, le foie est malade. En plus du gras dans le foie, il y a des cellules inflammatoires, lymphocytaires, polynucléaires neutrophiles, et il y a des signes de souffrance hépatocytaire, de la ballonisation, ça veut dire que les hépatocytes sont en train de mourir. Et ils meurent parce qu'ils sont agressés. Alors, cette maladie, la NAFLD, est très associée à l'épidémie d'obésité qui touche l'ensemble de la planète et c'est très associé également au syndrome métabolique. Pourquoi vous en parlez ? Parce que si vous constatez un patient qui a un syndrome métabolique, eh bien, il faut penser à rechercher une NAFLD et vice-versa. C'est maintenant recommandé. Et ce n'est pas très compliqué de l'identifier puisque vous voyez qu'il suffit d'avoir 3 éléments parmi 5 qui sont cités ici. L'obésité centrale, c'est-à-dire cette obésité qui porte sur la partie supérieure du corps, qui est associée aux complications cardio-métaboliques, l'élévation des triglycérides, la baisse du bon cholestérol qui va souvent avec l'élévation des triglycérides, l'élévation de la pression artérielle et l'élévation du sucre. Évidemment, si vous avez une hypertension artérielle connue, traitée, ça compte pour 1 point. Si vous êtes diabétique connu, traité, ça compte pour 1 point. Donc ça, c'est facile à identifier dans l'Hexapa. Alors, quelle est l'histoire naturelle de la maladie ? On ne sait pas encore bien, on hésite un peu. L'histoire naturelle est en train d'être découverte. Néanmoins, ce schéma, je le trouve assez intéressant. Il est assez simple, mais il vous illustre que, soumis aux différents facteurs de risque qui font apparaître cette maladie, qu'on va découvrir dans quelques instants, eh bien, les patients, les sujets qui ont initialement un foie normal vont évoluer pour 80% d'entre eux vers une stéatose simple, qui serait associée le plus souvent à un bon pronostic hépatique. Au contraire, 20% évolueraient vers une NASH. Et là, problème, la NASH peut être associée à de la fibrose hépatique et peut donner une véritable cirrhose par elle-même. Vous voyez néanmoins que les flèches sont réversibles. Il est bien démontré que si vous corrigez les facteurs qui amènent cette maladie, vous pouvez réverser les lésions, même la fibrose. C'est démontré après chirurgie bariatrique. Alors pourquoi parler de la NAFLD ? Parce que c'est une véritable épidémie. On suppose qu'environ 25% de la population mondiale aurait une NAFLD. Parmi ceux-ci, 25% auraient une NASH et parmi les patients NASH, 25% feraient une cirrhose avec les complications de la cirrhose, insuffisance hépatocellulaire et cancer. Et ça vous explique que la NASH soit d'ores et déjà la 2e cause de transplantation hépatique aux États-Unis, derrière maintenant l'alcool et devant l'hépatite C qui s'est effondrée compte tenu du miracle des traitements antiviraux C. Alors, les patients les plus insulino-résistants sont les patients diabétiques par définition. Lorsque l'on s'intéresse chez eux à la prévalence de la NAFLD, si on prend des tests assez sensibles, comme l'est la spectro-IRM ou la technologie CAP, qui est couplée au fibroscan, eh bien, vous voyez que c'est 70% des patients diabétiques qui ont une NAFLD.
Combien parmi ceux-ci ont une NASH? On ne sait pas bien, probablement pas mal. Ce qui est mieux connu, c'est combien ont une fibrose sévère, parce que là, les outils sont disponibles pour évaluer la fibrose sévère. Eh bien, c'est environ 17 à 20% des sujets. Et ça, c'est un message important qu'il faut également relayer auprès des collègues diabétologues, médecins généralistes. 20% de patients diabétiques à traquer au niveau du foie, c'est fondamental. L'une des difficultés dans cette maladie, je vous ai montré au début dans sa définition, c'est une définition histologique. À l'heure actuelle, on n'a pas de bons tests non invasifs pour différencier stéatose pure et NASH. Et c'est un des problèmes et l'un des sujets de recherche très actifs à l'heure actuelle à travers le monde de cette thématique. Je continuerai en vous disant que la cause première de la mortalité chez ces patients NAFLD, tout venant, c'est la maladie cardiovasculaire. En deuxième position, les cancers extra-hépatiques, et c'est seulement les maladies hépatiques qui viennent en troisième position. Si on s'intéresse par contre aux patients qui ont une cirrhose NASH, là c'est bien la mortalité hépatique, soit par insuffisance hépatocellulaire, soit par cancer, qui sera ce qui tuera les patients. Et je conclurai cette partie en vous disant que finalement la NAFLD c'est une maladie multisystémique qui touche en plus des atteintes cardiovasculaires que je vous ai citées, d'autres systèmes. Il y a beaucoup d'insuffisances rénales chroniques associées qui sont décrites maintenant. Vous avez également des atteintes osseuses, ostéoporotiques, des atteintes cutanées comme du psoriasis, des troubles endocrines. Alors, quelques mots de physiopathologie. Pourquoi, comment ça arrive cette histoire? En fait, les 4 grands piliers probablement qui favorisent l'obésité et qui favorisent la NASH sont représentés ici. Vous avez le poids des gènes et de l'épigénétique, vous avez le poids de la malbouffe, le poids de la sédentarité excessive qui est décrit ce temps passé devant un écran, que ce soit la télé ou votre tablette préférée, le manque d'activité physique, je vous rappelle qu'il faut faire 30 minutes d'activité chez l'adulte tous les jours et au moins 1 heure chez les enfants tous les jours, et puis le rôle de la dysbiose intestinale qui est impliquée dans l'obésité et dans la NASH. Eh bien, quand vous êtes soumis à ces différents facteurs, vous avez souvent un excès calorique qui dépasse vos besoins et donc vous allez stocker l'énergie en plus. Et l'organisme ne sait pas stocker autrement que stocker sous forme de gras. Le tissu graisseux va augmenter et au-delà d'une certaine taille, eh bien, ce tissu adipeux devient malade. Il devient enflammé et avec cette inflammation, tout se détraque. Et vous avez une insulino-résistance qui va apparaître, qui va se traduire notamment au niveau du tissu adipeux par une inondation d'acide gras libre dans différents organes périphériques, dont le système musculaire. Et lorsque le muscle devient gras, il devient à son tour souvent malade, enflammé, insulino-résistant et il va diminuer la captation du glucose. Et là, problème, le muscle capte moins de glucose, donc plus de glucose circulant. Et qu'advient-il du glucose en excès dans la circulation? Il est capté par le foie pour faire du gras, via la lipogénèse de novo. Vous ajoutez à cela, et ça constitue donc 25% de la quantité de gras issue de la gouttelette lipidique au sein des patients qui ont une NAFLD. Vous ajoutez à cela les 60% de gras issus du tissu adipeux malade, plus 15% de gras des lipides venant de l'alimentation, et vous avez la composition graisseuse du foie. Alors le foie est capable d'épurer du gras. Il peut soit brûler le gras par la bêta-oxydation, soit épurer en relarguant des VLDL à l'extérieur. Mais le prix à payer, c'est une augmentation des dyslipidémies. Ça vous montre les schémas de la stéatose hépatique. Dans certains cas, la stéatohépatite apparaît avec des différents éléments déclencheurs, pas totalement bien connus, mais des phénomènes de lipotoxicité. Les lipides deviennent corrosifs pour les cellules hépatiques. Les mitochondries se mettent à dysfonctionner, il y a du stress cellulaire qui va entraîner une inflammation et ça fait la promotion de la fibrose et du cancer. Vous avez également le rôle de la dysbiose intestinale qui, par des phénomènes de libération de fragments de débris tissulaires, active les macrophages du foie et entraîne ces cascades inflammatoires. Alors j'en viens au cœur du sujet, NASH et addiction alimentaire. Quand j'ai regardé PubMed, données dans la littérature sur NASH addiction alimentaire, rien du tout. Je me suis dit, c'est bien, le topo va être court. Bon. En fait, quand on reprend les piliers, il y a quand même toute la littérature connue sur la junk food. Et donc, finalement, il est rapporté qu'il y a un ennemi public numéro 1 qu'on a signalé, c'est la thématique de cette partie, c'est le sucre. Et finalement, je le croise à chaque fois que je vais dans mon supermarché préféré, tous ces rayons assez frappants pour la rétine, avec différents sodas, vous voyez, qui vont peut-être remplir votre caddie. Alors, ce fructose industriel, c'est un véritable danger. Et si on reprend la physiopathologie que je vous ai montrée, il y a de très nombreuses études dans les modèles murins et chez l'homme pour vous expliquer l'effet délétère du fructose. Il est bien démontré que le fructose va augmenter cette fameuse lipogénèse de novo. Il va également augmenter l'inflammation du tissu adipeux.
il va même être capable de réduire la bêta-oxydation. Et donc ça fait 3 phénomènes par lesquels cet excès de fructose va rendre le foie gras. Mais ce n'est pas tout. Au niveau de la NASH, le fructose est démontré comme augmentant la perméabilité intestinale et donc augmentant tous ces débris cellulaires bactériens qui vont agresser le foie. Il est également promoteur de l'inflammation et quand le fructose est utilisé par le foie, il épuise les réserves d'ATP, ce qui conduit à une production d'acide urique qui va elle aussi agresser le foie en plus de vous donner éventuellement une goutte. Donc vous voyez que c'est vraiment un cocktail détonnant. Alors, NAFLD et SODA, il y a plusieurs études épidémiologiques qui font le lien, sont regroupées ici dans cette méta-analyse. Vous voyez que globalement, ça vous fait une augmentation d'un risque avec 1,5 comme facteur. Et quand on sait que la consommation de soda depuis 60 ans n'a fait qu'augmenter et qu'elle est en parallèle à l'augmentation de l'obésité et de la NAFLD, on se dit qu'on a là un acteur sur lequel il va falloir être tout à fait agressif dans la prise en charge, de façon préventive et curative. Et quand on voit les données produites également dans ces grandes études publiées dans Lancet régulièrement sur les différents facteurs environnementaux qui donnent une altération en termes, là, représenté ici en termes d'années de vie d'incapacité attribuables à des différents facteurs de risque, vous, addictologues, n'êtes pas surpris de voir des facteurs bien connus, l'alcool et le tabac comme grande cause d'altération de la santé. On retrouve en haut en vert l'obésité et l'excès de sucre, mais si vous regardez les facteurs diététiques, eh bien les régimes pauvres en légumes, pauvres en fruits, trop riches en sel et pauvres en céréales sont également associés à plus de morbimortalité. Mais ce qui monte en plus sur le schéma, c'est en haut, c'est la consommation de viande rouge et la consommation de produits sucrés. Ça, c'est l'augmentation des facteurs de risque qui font des éléments extrêmement délétères. Alors, on pressent que c'est délétère. Pourquoi est-ce qu'on en consomme autant ? Eh bien, ça a été suggéré avant, évidemment, c'est une histoire probablement de dopamine. Vous êtes mieux placé que moi pour connaître toutes les subtilités des boucles neurophysiologiques et des retentissements psychologiques qui font qu'on est dépendant de cette dopamine. C'est aussi peut-être l'influence du marketing et de la tentation, avec ici des publicités façon un peu vintage. Mais pour Georges, j'ai trouvé des présentations un peu plus modernes. Celle-là, c'est pour Vincent. Et là, c'est, voilà. Donc là, évidemment, on commence un peu à avoir chaud. Mais les femmes aussi ne sont pas en reste. Vous voyez que les marketing jouent à fond la carte de la séduction. Mais danger, parce que vous voyez, les publicités qui étaient faites il y a 50 ans, on n'hésitait pas à proposer du 7-Up dans le biberon des nourrissons. C'est très bien. Coca-Cola là, vous fait une belle publicité pour un biberon. Évidemment, le prix à payer avec tout ça, c'est que notre tour de taille va augmenter, qu'on ne va pas être en forme. Donc, danger. Alors, addiction alimentaire et obésité, il y a quelques données dans la littérature. J'ai trouvé ce papier publié dans PLOS ONE récemment, étude turque sur plus de 800 patients, enfin 800 sujets sains. À Ankara, ils ont fait les tests questionnaires bien validés d'addiction, le Yale Food Addiction Scale et le Eating Attitude Test 26. Et globalement, ils ont normé les tests pour décrire l'addiction alimentaire. Eh bien, c'était corrélé à l'altération, l'augmentation du tour de taille, l'augmentation du tour de hanche, l'augmentation de l'indice de masse corporelle et la présente un surpoids, obésité. Donc ça paraît évident, mais c'est démontré. Et j'ai trouvé, alors ça c'est vrai chez l'adulte, mais je trouve que le problème encore plus criant, ce sont les enfants. Et là, il y a une vraie problématique à s'emparer au niveau sociétal et au niveau individuel et familial. Parce que dans ce modèle proposé par un auteur psychiatre, c'est finalement la casserole de la mauvaise recette qui va amener nos enfants à grossir. Vous mettez un premier ingrédient de difficultés socio-économiques, difficultés financières des parents, faible éducation, faible mobilité sociale, emploi précaire. Vous rajoutez à cela de la disharmonie familiale avec des discordances entre les parents et les enfants, ce qui amène à un excès de violence et de punition, un manque de lien affectif, un manque d'affection, de la négligence, des troubles mentaux qui commencent à apparaître chez les enfants. Et là, toute une pathologie que vous allez pouvoir peut-être percevoir avec pour l'enfant un sentiment d'insécurité, une faible estime de lui-même, une hypersensibilité au stress, de l'anxiété, des émotions négatives, de la dépression et des anomalies biologiques, excès de cortisol, augmentation de l'appétit. Et là, je trouve le concept assez génial. C'est ce principe que les enfants vont aller d'eux-mêmes à l'automédication, la junk food, pour diminuer ce stress et cet inconfort émotionnel. Mais le prix à payer, ce sont des prises de mauvaises habitudes, des addictions subtiles, comme le décrit l'auteur, avec évidemment des aliments qui sont très gustativement intéressants. Et là encore, soumis à un marketing intense que savent faire les publicitaires également pour les enfants.
Et tout ça fait que l'enfant va trop manger par rapport à ses besoins et c'est rebelote, le même schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec prise de poids et les différentes cascades de catastrophes métaboliques. Alors, si on regarde quelques éléments associés aux troubles du comportement et à la NAFLD, eh bien, je terminerai avec ces quelques études. Première étude américaine, 95 patients, essentiellement des femmes en surpoids ou obèses. La NAFLD était diagnostiquée de façon variable, surtout des tests non invasifs, de l'échographie. Ils ont fait passer le Binge Eating Scale comme échelle d'évaluation. Et globalement, vous aviez 26% de ces sujets obèses qui avaient un binge eating, soit 10 fois plus que la population générale américaine. Par contre, ce n'était pas corrélé, ce binge eating, aux anomalies métaboliques, dyslipidémie, diabète, et non plus aux anomalies hépatiques. Localement, à Nice, on a fait une petite étude sur notre corps de patients obèses morbides qui vont à la chirurgie bariatrique. Il s'agissait de 153 patients obèses morbides, essentiellement des femmes, comme c'est souvent le cas dans cette cohorte, d'âge médian 43 ans, IMC moyen 41. Elles ont été évaluées à baseline et 6 mois et 12 mois après la chirurgie bariatrique. Une biopsie hépatique a été faite chez tous ces patients au moment de la chirurgie. Elles ont eu un boulimia test pour évaluer la boulimie et puis également des facteurs associés, l'évaluation de la fatigue par le score Fatigue Impact Scale et des évaluations de l'anxiété et de la dépression par les scores HAD et Beck. Et on avait un groupe témoin à parier sur le sexe de 30 sujets contrôle qui avait un IMC à 21. Vous voyez que dans le tableau, nos patientes obèses morbides étaient peu consommatrices de substances antidépresseurs ou anxiolytiques ou sédatifs et qu'on retrouvait chez elles, comme on retrouve dans ces cohortes-là habituellement, une présence d'une NAFLD dans 84% des cas, une NASH dans 16% des cas et une fibrose F2 dans 24% des cas. Alors voilà les chiffres que l'on regarde. Si vous regardez la troisième colonne, donc c'est baseline chez les patientes obèses morbides, eh bien il y avait une augmentation significative de ces différents paramètres, boulimie, fatigue, anxiété et dépression par rapport au groupe contrôle. Et l'élément intéressant, c'est que 6 mois après la chirurgie, on voit une correction de ces anomalies qui se maintiennent après 1 an. Alors par rapport au foie, me direz-vous, eh bien on n'a pas trouvé par contre de différence au niveau hépatique en termes par rapport à ces différentes évaluations psychométriques sur présence d'une NASH ou d'une NAFLD ou d'une fibrose sévère, pas de corrélation. Alors, je pense qu'il faut rester optimiste parce que vous avez vu qu'on a vaincu l'hépatite C. L'alcool, on met beaucoup d'énergie. On aura sûrement un jour d'autres moyens pour s'en débarrasser. Pour ce qui est de l'addiction au sucre, je pense qu'on a moyen, là encore, d'agir. Et en particulier avec le fructose, je terminerai avec cette étude américaine publiée dans Gastroentérologie l'année dernière. C'est une étude faite sur 41 enfants ou adolescents obèses. Et ils ont juste pendant 10 jours retiré le fructose de l'alimentation, remplacé par un sucre complexe. Et vous voyez qu'ils ont évalué la l'hypogénèse des novos et également le profil métabolique anthropométrique de ces enfants. Ils ont évalué la stéatose et le gras viscéral et sous-cutané. Vous voyez qu'après seulement 10 jours d'intervention, eh bien, on voit une diminution tout à fait significative de la lipogénèse de novo, et ça même chez les enfants qui ne perdent pas de poids. Ce qui veut dire que le simple fait de retirer un élément qui qualitativement est connu comme étant extrêmement délétère au niveau du foie, eh bien, peut améliorer le métabolisme, et ça améliore également la stéatose hépatique. C'est illustré là encore sur ces histogrammes, donc moins de stéatose significativement et moins de tissu graisseux, viscéral et sous-cutané chez ces enfants. Et là encore, c'était vrai aussi dans le petit groupe qui ne perdait pas de poids. Donc c'est un message, je pense, optimiste et qu'il faudra alors imaginer si on maintient ces traitements pendant plus longtemps, si on arrive à faire une éviction du fructose au long cours, je pense que ce sera encore mieux. En conclusion, j'ai voulu vous montrer que la NAFLD et la NASH sont les complications hépatiques de l'insulinorésistance et du syndrome métabolique. Le sucre et le fructose sont particulièrement délétères. Des addictions peuvent être présentes. C'est un champ qui est encore mal connu. Il va demander à ce qu'on puisse s'en imprégner pleinement. Je pense que néanmoins, il faut d'ores et déjà, dès maintenant, les rechercher et les prendre en charge. Et vraiment, les mesures préventives à faire dès l'enfance est importante. Et si vous aviez de la peine et que vous ne vouliez plus acheter de soda parce que vous refusez ces publicités démagogiques, eh bien, vous avez d'autres publicités pour prendre des régimes très adaptés ou pour suivre des programmes d'activité physique qui vont plaire à Georges, je pense. Et je vous remercie.